On a eu envie cette année d'inviter quelqu'un qui puisse nous faire prendre un petit peu de recul dans nos quotidiens qui ne sont pas toujours faciles et qui nous aide à voir les choses d'un autre angle, peut-être. Nous invitons donc à monter sur scène Olivier Amand. Olivier Amand est chercheur au laboratoire de reproduction et développement des plantes à l'École normale supérieure de Lyon. Je lis parce que sinon je n'y arriverai pas. Il est également chercheur invité à l'université de Cambridge au Royaume-Uni et à l'université de Kumamoto au Japon. Mon japonais est bon ? Super. En parallèle de ce travail de recherche, M. Amand conduit des actions de formation sur la nouvelle relation de l'humanité à la nature dans le cadre du collectif Anthropocène de l'ENS Lyon et de l'Institut Michel Serres. Il vient aujourd'hui nous parler d'inversion. M. Amand, le public est à vous. Merci Anne pour cette invitation. Alors avant que je démarre, en fait, moi, mon rôle ici, c'est de vous perturber, hein, je préviens. Donc j'aimerais bien qu'on fasse un petit jeu aussi, ça permet de, voilà, ça aère un petit peu les ménages. Donc je vais vous demander de vous croiser les bras. Voilà, croisez-vous les bras et puis regardez de quel côté sont vos mains, enfin, les doigts, quoi. Est-ce que c'était à droite ou à gauche? Ok, vous pouvez vous relâcher. Et on refait, allez, on se recroise les bras. Alors est-ce que c'est du même côté? Ouais, voilà, en général, c'est du même côté. Ok, donc vous pouvez vous relâcher. Et maintenant, essayez de vous croiser les bras de l'autre côté. Voilà, ça y est, tout le monde y est arrivé. OK. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu vous dire là? En fait, je vais vous dire deux choses. La première chose, ce sont nos habitudes qui construisent les crises. Ce sont nos habitudes qui construisent les crises. On fait beaucoup de choses de façon réflexe, sans réfléchir, et ça nous met dans le pétrin, quoi, pour le dire comme ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut changer, mais ça demande des efforts et du temps. Vous avez fait l'expérience. Alors, on va rentrer dedans. Donc moi, je vais essayer de vous perturber un peu d'une autre façon, en parlant du vivant, et voir un petit peu comment ça peut s'articuler avec TEPOS. Alors, sur la diapo suivante, j'ai remis le triptyque. C'est ce triptyque-là que je voudrais un petit peu chahuter. Voilà, sobriété, efficacité, énergie renouvelable. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on est biologiste et qu'on regarde ça? Alors, sur la diapo suivante, il y a une première chose que vous voyez, c'est en fait, et ça, il faut juste regarder autour de vous, on est dans un monde qui est optimisé. Optimisé pour nos besoins. Et donc, si vous regardez, voilà, une ville, là, c'est le quartier de la Part-Dieu à Lyon, c'est optimisé. Un paysage, c'est optimisé. L'agriculture, c'est optimisé. Les technologies sont optimisées. Donc, on a augmenté les performances, on a augmenté l'efficacité et l'efficience pour nos besoins. Alors la question c'est, est-ce que c'est une bonne idée de tout optimiser comme ça? C'est qu'en fait là, ce que vous voyez ici, c'est que le dehors devient un dedans. Hein. On a tellement aménagé la nature qu'on a fait un petit peu avec la nature comme ce qu'on fait dans son salon avec sa table basse, quoi. Voilà, tout est aménagé pour nous. Alors du coup, sur la diapo suivante, petite critique première de la performance, hein, que je définis comme la somme de l'efficacité et de l'efficience. Hein. Efficacité, atteindre son objectif, efficience avec le moins de moyens possible. Eh bien, il y a au moins 3 points qu'on peut souligner. Donc, la pensée performante d'optimisation, c'est une pensée qui est réductionniste. Quand on optimise, ça veut dire qu'on a réduit le problème à résoudre, et du coup, on essaie de le réduire, mais peut-être qu'on crée d'autres problèmes ailleurs. Et en fait, c'est toujours ce qui se passe. Quand on optimise, on fragilise. Quand vous voyez le mot « optimiser » quelque part, il faut vous demander « qu'est-ce que je fragilise ?» Donc là, vous voyez avec le canal de Suez, hein, c'est l'exemple typique, ça. Vous avez 2 optimisations qui se rentrent l'une dans l'autre, hein, un gros porte-conteneur et un canal. Quand les deux, voilà, il y en a un qui est oblique avec l'autre, et ben en fait, d'un seul coup, l'Europe se rend compte qu'elle est dépendante de la Chine pour des produits vitaux. Deuxième chose, c'est l'effet rebond. Donc ça, vous le connaissez bien, l'efficience énergétique, hein, dans le cadre réductionniste, ça ne marche pas. Donc là, je prends l'exemple des frigos. Les frigos, dans les années 60, ils consommaient beaucoup d'énergie, mais il n'y en avait pas beaucoup. On a augmenté l'efficience énergétique des frigos, et qu'est-ce qui s'est passé? On les a multipliés, on les a agrandis, on a fait une cave à vin, on les a connectés. Bon, voilà, la population de frigos consomme plus d'énergie actuellement. Ça, c'est un effet rebond typique. C'est vrai pour les frigos, mais c'est vrai pour le charbon, pour le pétrole, pour les métaux, pour la lessive concentrée, pour le mot de passe que vous mettez sur votre ordinateur tous les jours. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est prévalent. Et la troisième chose, c'est la loi de Goodhart. Alors, la loi de Goodhart, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, c'est un peu la critique des indicateurs de performance, hein, les KPI, par exemple. La loi de Goodhart, elle dit quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Si vous voulez performer, vous allez tout faire pour performer. Et donc là, vous voyez, c'est un artiste qui a repris les JO, là, les anneaux des JO.
Si vous voulez performer aux Jeux Olympiques, eh ben, vous pouvez faire du dopage, du blanchiment d'argent, de la triche, enfin des tas de choses qui n'ont rien à voir avec le sport, mais qui ont tout à voir avec la performance. Et cette loi de Goodhart, elle est également prévalente dans l'éducation, en politique, en économie, absolument partout. Donc ça, c'est assez fréquent. Donc déjà, il y a quand même une critique qu'on peut faire de la performance, de l'optimisation, de la recherche d'efficacité et d'efficience. C'est pas si simple. Et puis, il y a une troisième chose, voilà, la quatrième chose, en fait, c'est évidemment la question socio-écologique. Qui paye pour notre performance? Ce sont les écosystèmes. C'est notre performance qui a créé ces 4 problèmes, donc voilà, que vous connaissez bien. Mais en fait, moi, je vais vous le résumer avec un seul mot. Si vous lisez les rapports du GIEC, de l'IUCN, de l'IPBES, de Davos, de la CIA, enfin tous ces rapports, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que le 21e siècle sera fluctuant, il sera turbulent. C'est le seul mot à retenir de tous ces rapports. C'est-à-dire que pour les mathématiciens dans la salle, il y en a peut-être, on sort de l'ère de la moyenne pour entrer dans l'ère de l'écart-type. Tout va beaucoup plus fluctuer. Je pense que vous connaissez tous ça, enfin on le voit de toute façon, donc maintenant ça devient visible, c'est même plus une prédiction, on le voit. Donc dans un monde très fluctuant, qu'est-ce qu'on a fait? Alors sur la diapo suivante, on a fait encore plus d'optimisation. Donc on a fait des éoliennes, alors je ne vais pas relancer le débat sur les éoliennes, mais des éoliennes, là je prends les exemples des éoliennes vraiment géantes, là, celles qui sont au large du Royaume-Uni, donc qui font 260 mètres de haut, avec des pales de 100 mètres de long, qui sont en composite, recyclables, réparables, bourrées de balsa qui viennent des forêts équatoriales, avec un aimant de 7 tonnes bourré de métaux rares. Il va falloir me dire ce qu'il y a d'écologique là-dedans. Le tout électrique, alors c'est super dans le tout électrique, il y a beaucoup de choses très intéressantes, mais par exemple, si là je prends juste le cuivre, alors ça dépend, il y a des variations sur les prédictions sur le cuivre, mais le pic de cuivre, ce qui est estimé, c'est que c'est entre 2040 et 2075. Bon, une voiture électrique, c'est 4 fois plus de cuivre qu'une voiture thermique, une Tesla, j'en parle même pas. Donc voilà, on voit bien que c'est pas très bien pensé ce truc-là, il va falloir qu'on change juste si on suit le cuivre. Alors si je rajoute le lithium, le cobalt, on voit bien qu'il y a des limites physiques à ce monde-là. Et puis alors, là je prends un autre exemple trivial, mais les ampoules basse consommation ont réduit la consommation d'énergie pour diffuser du mercure dans les foyers. Est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Donc vous voyez, c'est très maladroit en fait tout ça. Donc on est dans un monde où on a beaucoup optimisé, donc on a de plus en plus réduit les problèmes, mais on n'a pas forcément apporté une réponse au monde fluctuant. Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre voie? Alors sur la diapo d'après, en fait, peut-être qu'on peut regarder les professionnels des fluctuations. C'est qui les professionnels du monde turbulent? C'est évidemment les êtres vivants. Ça fait des millions d'années qu'ils vivent dans un monde fluctuant, turbulent. Et donc, il y a des leçons à prendre du vivant. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément copier les êtres vivants à la lettre, mais il y a quand même des leçons à prendre sur les fluctuations, surtout dans un monde qu'on ne connaît pas encore, qui est imprévisible et impensable pour un humain. Il faut quand même rappeler que la dernière fois qu'il a fait plus 2 degrés sur Terre, c'était il y a 120 000 ans. Donc il y avait des humains, mais ils n'étaient pas tout à fait comme nous, quand même. Le néolithique, c'est il y a 10 000 ans, juste pour quand même cadrer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le vivant? En fait, le vivant, il n'optimise pas. Il n'optimise pas, j'insiste, il ne fait pas de performance. Il n'augmente pas l'efficacité, il n'augmente pas l'efficience, il multiplie les interactions. Donc là, vous avez un exemple avec un arbre avec ses interactions. Donc les points rouges, ça c'est un sol forestier au Japon. Les points rouges, c'est des plantes, et les points des autres couleurs, c'est des champignons. Donc vous voyez, un point rouge interagit avec des tas de champignons, chaque champignon interagit avec d'autres plantes, et donc ça fait un réseau d'interactions énorme, et ça c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Il y a évidemment plein d'autres champignons qui ne sont pas là, il y a plein d'autres bactéries, donc ça voilà, on multiplie les interactions. C'est ça que font les êtres vivants, ils multiplient les interactions. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Alors, je vais vous résumer la biologie avec 3 principes. Vu que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais à l'essentiel. Alors, les 3 principes. Premier principe, ça vous le savez bien, les interactions, qu'est-ce que ça fait? Ça permet aux plantes, aux animaux, aux êtres vivants d'être circulaires. Tous les êtres vivants sont inclus dans les cycles de la Terre. Donc, j'insiste pas parce qu'avec l'économie circulaire, vous voyez à peu près à quoi ça pourrait ressembler. Donc, OK, circularité. Deuxième principe, les êtres vivants jouent collectif. Et alors souvent, ce qu'on pense quand on regarde les documentaires animaliers, c'est qu'il y a beaucoup de compétition chez les êtres vivants. On pense aussi à Darwin, la loi du plus fort, tout ça. Donc on a un peu l'impression que le monde vivant, c'est vraiment une horreur de compétition à tous les étages. Alors c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, maintenant qu'on a une vision systémique des êtres vivants, il faut bien comprendre que dans les écosystèmes, il y a plus de coopération que de compétition. Ce qui caractérise les êtres vivants, c'est la coopération. Et pourquoi les êtres vivants coopèrent plus qu'ils le sont en compétition? Tout simplement parce que quand le milieu
quand il y a un facteur limitant dans le milieu, quand il y a une pénurie dans le milieu, les êtres vivants coopèrent. En fait, on se serre les coudes dans les coups durs, quoi, on pourrait le dire comme ça. Ben là, vous avez l'exemple en haut d'une montagne, en Savoie, par exemple. Donc, si vous êtes en haut de la montagne, et ben, si vous enlevez un arbre, vous allez voir que les arbres autour souffrent parce qu'ils ont perdu un partenaire. Ils ont perdu des lignes de communication par les racines, des nutriments, des signaux, et donc ils vont souffrir. Donc voilà, la coopération, c'est une valeur cardinale du vivant. Et le troisième principe, c'est sur celui-ci que je veux insister, parce qu'on l'oublie tout le temps, c'est le principe de robustesse. Les êtres vivants, au cours de l'évolution, sont sélectionnés sur leur capacité à être robustes. Alors, c'est quoi la robustesse ? La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. Et cette robustesse, comment font les êtres vivants pour être robustes ? Ils font leur robustesse en allant contre la performance, contre l'efficacité, contre l'efficience. Alors là, vous avez à gauche le programme politique des êtres vivants. Inefficacité, il n'y a pas d'objectif chez les êtres vivants. Les globules rouges ne veulent pas être violés, par exemple. Hétérogénéité, beaucoup de biodiversité, beaucoup d'incertitudes. Il y a des aléas dans tous les processus moléculaires, dans le vivant, dans les processus des écosystèmes également. Beaucoup de lenteur, beaucoup de délais. Tous les processus oscillants chez les êtres vivants, c'est des délais, des lenteurs à chaque fois. Énormément de redondance. Pensez à un arbre, le nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre, c'est énormément redondant. C'est pareil à l'échelle moléculaire. Énormément d'incohérences. Si vous regardez un réseau de gènes, vous avez un gène qui induit, qui active la même chose. Donc si vous voulez avoir une image mentale d'un être vivant, c'est un automobiliste qui a le pied sur le frein et sur l'accélérateur en même temps. C'est très incohérent, ça. Ça, on peut démontrer que ça induit de la stabilité. En fait, vous faites des fluctuations intérieures qui vous servent de bouclier contre les fluctuations extérieures. Ça, c'est de la robustesse. Et tout ça, c'est inachevé. C'est inachevé, avec un peu de fluctuation musicale, c'est inachevé, parce que si c'était achevé, ce serait mort. Tant que c'est vivant, c'est inachevé. Donc vous voyez, c'est que des contre-performances. Et toutes ces contre-performances, elles mettent du jeu dans les rouages, et ça permet d'être robuste face aux fluctuations extérieures. Alors là, à mon avis, il y a une belle leçon à prendre pour le XXIe siècle. Alors je voudrais quand même vous donner juste un exemple de biologie sur la diapo suivante, sur la photosynthèse. La photosynthèse qui nourrit la plupart des écosystèmes sur Terre, c'est notre lien au Soleil. Ça existe depuis 3,8 milliards d'années. Le bilan énergétique, le rendement énergétique de la photosynthèse, c'est 0,3 à 0,8%. C'est-à-dire que les plantes gâchent 99% de l'énergie solaire depuis 3,8 milliards d'années pour les êtres photosynthétiques. Donc c'est minable comme rendement, c'est d'accord. Vous voyez, un panneau solaire, aujourd'hui, on est vers 15%. En 50 ans, on a fait 15%. Donc en fait, comment ça se fait que la photosynthèse soit aussi nulle finalement ? Maintenant, on a la réponse. On sait, je ne vais pas vous donner tous les détails, mais c'est une réponse aux fluctuations. Ce qui est sélectionné au cours de l'évolution, c'est la capacité des plantes à gérer des fluctuations lumineuses, des fluctuations biologiques, des fluctuations de pathogènes. Et ça demande un rendement de moins de 1% pour la photosynthèse. Donc si vous êtes au-delà de 1% en rendement, c'est ce que je dis parfois aux financiers, ça y est, vous êtes extraterrestre. Donc ça, c'est la limite à ne pas dépasser. Alors ça, c'était juste un exemple, il y en a des milliers, évidemment, comme ça. Alors sur la diapo suivante, je vais essayer de vous résumer tout ce que je vous dis en version vraiment résumée avec une courbe. Ça, c'est, si vous voulez, une vision du progrès de l'humanité jusque-là. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a surtout augmenté les performances. On a augmenté l'efficacité, on a augmenté l'efficience. Et plus on a fait ça, et plus, en fait, la viabilité de l'humanité, aujourd'hui, en fait, elle est menacée. Plus on augmente les performances, et plus on dégrade nos écosystèmes, et en fait, plus notre viabilité est menacée. Donc, on ne va pas continuer sur cette voie-là. C'est assez évident. On ne va pas continuer sur la performance. La performance, c'est s'enferrer sur une voie étroite. Dans un monde fluctuant, c'est suicidaire. Donc, ça va être quoi le progrès au XXIe siècle ? C'est assez simple. Voilà, il faut changer d'axe. Le progrès au XXIe siècle, ce sera des incréments de robustesse. Et je le dis au futur parce qu'on n'aura pas le choix. On va rentrer dans un monde très fluctuant, ça va tanguer, ça va chahuter. Dans un monde qui tangue, on ne fait pas de performance, on fait de la robustesse. Et je vais vous le dire très brutalement, on ne peut pas être très performant et très robuste. C'est physiquement impossible. Donc, il va falloir faire ce basculement de la performance à la robustesse. On va garder un peu de performance, mais il va falloir développer la robustesse. Donc, il va y avoir un petit équilibre qui va se passer. Alors, la question, évidemment, c'est
Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on a basculé? Si vous regardez les clients qui veulent des produits pas chers très vite, les électeurs qui veulent des lois tout de suite et de l'efficacité, ou les investisseurs qui veulent de la performance financière, on peut s'imaginer qu'on est encore dans le monde de la performance. Mais en fait, si on regarde bien, on a déjà basculé. Alors, quelques exemples sur la diapo d'après. L'agriculture, par exemple. L'agriculture intensive, depuis 1945, c'est de l'agriculture performante, toxique. Ben là, on est en train de passer de l'agriculture intensive à l'agroécologie. Et là, si je prends juste un exemple des mélanges variétaux, dans les mélanges variétaux, vous mettez des blés un petit peu différents, de différentes variétés. Avec ça, vous réduisez un petit peu votre rendement par rapport au rendement maximal de la meilleure variété, mais votre champ, il devient plus résistant aux pathogènes et plus résistant à la sécheresse, uniquement parce que vous avez mélangé des variétés de blé différentes. Ça, c'est de la robustesse. C'est l'autonomie du champ, l'autonomie active par les interactions. Et donc ça, c'est une inversion. Alors sur la diapo d'après, en fait, c'est la bascule de la performance à la robustesse. C'est pas une transition, hein. C'est pas une transition, c'est pas une bifurcation, c'est une inversion. C'est l'opposé, quoi. Dans le monde de la performance, on exploitait les écosystèmes pour augmenter la production. Dans le monde de la robustesse, on se demande comment la production peut nourrir les écosystèmes. C'est-à-dire qu'un paysan, dans le monde de la robustesse, il ne fait pas seulement du rendement en grains, il maintient de l'hygrométrie dans les sols, des insectes auxiliaires, il coopère avec ses voisins paysans. C'est la richesse des interactions au service de la robustesse. Donc ça, c'est l'agriculture. Un deuxième exemple sur la diapo d'après, c'est sur les matériaux. Donc, par exemple, là, je vous prends un exemple caricatural, la batterie, la bonne vieille batterie lithium, cobalt et compagnie. Bon, ça, c'est très, très performant, voilà, ça marche super bien, mais bon, c'est bien que voilà, l'exploitation du lithium, du cobalt, etc., ça pose quand même des tas de problèmes. Du coup, il y a quand même une autre façon de faire. Là, par exemple, c'est une boîte, alors c'est à voir, hein, mais c'est en Suède, Linia, qui a découvert que la lignine, donc vous savez, c'est la lignine, c'est la deuxième molécule la plus abondante sur Terre, c'est le déchet, hein, quand on fait du papier, on garde la cellulose et la lignine, on la jette. Vous pouvez faire des films un peu Kodak, là, comme ça, et ça stocke l'électricité. Alors, vos batteries en lignine, elles sont nettement plus grosses que les batteries au lithium, donc elles sont moins performantes de ce point de vue-là. Mais par contre, elles sont entièrement biodégradables. Quand votre batterie ne marche plus, vous la mettez au fond de votre jardin et les champignons vont s'en débarrasser. Ça, c'est vraiment robuste, parce que là, du coup, on ne dépend plus du cobalt congolais et on est capable de tout produire localement, et quelque chose qui a quand même moins d'impact sur la planète. Et donc, c'est une nouvelle inversion. Sur la diapo d'après, c'est l'inversion temps et matière. Dans le monde de la performance, on utilisait de la matière pour gagner du temps. On brûlait du kérosène pour prendre l'avion, par exemple. On brûlait des métaux pour télécharger des films sur Netflix. Dans le monde de la robustesse, on fait l'inverse. On utilise le temps pour préserver la matière. C'est-à-dire qu'on va en fait non pas remplacer le pétrole par des métaux, mais en fait on va remplacer le pétrole et les métaux par des matériaux biosourcés. Donc on entend souvent le mot décarboner l'économie. En fait, il ne faut pas décarboner l'économie, hein. Il faut la décombustionner. Il faut arrêter de brûler du carbone, qu'il soit fossile ou alimentaire, agricole. Il faut arrêter de brûler du carbone. Par contre, il faut prendre le carbone photosynthétique et l'utiliser pour remplacer les molécules qu'on utilise pour le pétrole ou pour les métaux. Voilà, le Linia, oui, la lignine, c'est un exemple typique. Il y en a d'autres, hein. On peut stocker toutes les données de l'humanité, dans 1 kg d'ADN. L'ADN, c'est une forme de stockage voilà, qui est biosourcée aussi. Bon, voilà. Donc ça, c'est la bioéconomie, si vous voulez, hein. C'est un petit peu ça. Alors, troisième exemple, c'est les ingénieurs, les matériaux. En fait, le monde de la robustesse, c'est évidemment la fin du tout jetable, c'est le début du tout réparable. C'est aussi la bascule de l'économie capitaliste propriétaire vers l'économie de l'usage. Ça, évidemment, c'est encore une fois, hein, c'est les interactions. On multiplie les interactions pour faire de la robustesse. Donc, il y a plein d'exemples, hein. L'autre BTP, hein, boîte air-paille, le Fairphone, c'est juste un exemple, hein, le Fairphone, c'est juste un levier, un premier signal faible qu'en fait on est en train de basculer vers la robustesse. Les ateliers de réparation, mais il y en a plein, hein, Michelin qui vend des pneus au kilomètre, je veux dire, c'est les premiers signes, quoi. C'est les premiers signes qu'on est en train de basculer vers ce monde-là. Et donc ça, c'est aussi une inversion. Alors sur la diapo d'après, j'ai aussi mon inversion pour les ingénieurs. En fait, les ingénieurs, dans le monde de la performance, ils faisaient des incréments de performance. C'est ce qu'on leur demandait, de faire des objets plus efficaces, plus efficients. Et ça demandait des délégations techniques toujours plus distantes. Pensez aux microprocesseurs fabriqués à Taïwan. Vous voyez comme c'est robuste, hein, cette histoire-là. Du coup, dans le monde de la robustesse, c'est l'inverse. On va demander... En fait, ce n'est pas exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est les mêmes savoirs scientifiques, c'est les mêmes maths, c'est la même physique, c'est la même bio, c'est à peu près tout pareil. Mais c'est le sens des technologies qui a changé. C'est-à-dire qu'un ingénieur, dans le monde de la robustesse, il ne fait plus des objets performants, il fait des objets robustes. Et comment il fait ça ? Enfin, il ou elle, d'ailleurs. En fait, c'est par la technodiversité.
il faut garder tous les savoir-faire dans le monde robuste parce qu'on ne sait pas ce qui vient. Donc il faut tout garder, il faut absolument tout garder. Et, tout ça pour viser l'autonomie technique des citoyens. Vous voyez, c'est très différent quand même. Alors je voudrais aussi insister là-dessus parce que la robustesse, ça peut paraître un petit peu technophobe, parce que ça pourrait même ressembler à un retour en arrière. Alors non, c'est juste une question de choix, ce n'est qu'une question de choix. Qui est technophobe? C'est la performance qui est technophobe. Quand vous faites des technologies très performantes, vous écrasez les autres technologies. C'est le monde de la performance qui est technophobe. Le vrai monde technophile, c'est la robustesse, parce que justement, on garde tous les savoir-faire. Et en plus, les citoyens peuvent mettre les mains dans le cambouis. Donc ça, c'est vraiment technophile, quoi. Bon, ça, c'est voilà. Et alors, dernier exemple pour les organisations. Je dois arriver au bout de mon timing. Pour les organisations, c'est pareil. Dans le monde de la performance, on voulait faire des organisations très efficientes, très efficaces. Et donc, c'est le monde du burn-out, des humains comme des écosystèmes. Du coup, dans le monde de la robustesse, on fait du participatif, des interactions. Donc là, vous avez l'exemple des éco-habitats, de l'habitat participatif. J'ai un autre exemple pour l'éducation. En fait, la bascule de l'école, de la compétition. Vous savez, l'éducation nationale un peu à l'ancienne, où on met des bons points, on fait des concours aux grandes écoles. Voilà. Ça, c'est l'école de la compétition. Alors, je vais vous faire gagner 5 années d'école de commerce. La compétition, c'est quoi la recette? Les plus violents gagnent. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Par contre, la coopération, qui est vraiment l'ingrédient de la robustesse, ça, c'est très compliqué. Ça demande une école, parce qu'il faut savoir résoudre les conflits, il faut savoir interagir avec des gens qui ont des backgrounds différents, etc. Ça demande beaucoup de temps. Et donc, plus tôt on commence, et plus tôt on est prêt au monde fluctuant qui vient. Ça, c'est la robustesse qui vient. Donc là, il y a plein d'exemples. Les écoles Freinet, les écoles Stromberg en Finlande. Enfin bon, il y a des modèles. OK, alors, dernière diapo. Vous voyez, c'est un petit peu mon message, finalement. C'est celui-là que je voudrais mettre vraiment en avant, parce que circularité, coopération, je pense que vous êtes déjà bien au courant, mais on oublie tout le temps la robustesse. Et surtout, on oublie que la robustesse se construit contre la performance. Ça, c'est vraiment ça. Donc, dans le monde fluctuant qui vient, si on est sérieux par rapport aux rapports scientifiques, et si vraiment on considère que ce n'est pas des bêtises, que c'est vraiment ça qui va se passer, que le monde va devenir fluctuant, il ne faut pas slalomer entre les turbulences, il faut construire un modèle socio-économique dessus. Et alors, ce qui est assez intéressant avec ça, c'est que c'est aussi une réponse à l'éco-anxiété. Parce qu'on parlait des jeunes juste avant, les jeunes, on leur dit, alors votre monde, il va être très fluctuant, très turbulent, et en plus, il va falloir faire des efforts. Il va falloir faire du développement durable et tout ça. C'est bon, moi, j'abandonne, quoi. Alors, par contre, si on leur dit, le monde qui vient, c'est la robustesse, il y a tout à construire, et c'est la fin du burn-out, en fait, je pense qu'on peut engager des jeunes là-dedans, parce qu'ils vont nous dire, en fait, il n'y a rien à regretter du monde de la performance. On est en train de quitter le monde du burn-out, des humains et des écosystèmes. Alors, pour revenir à Tepos, quel retour on peut faire sur le triptyque? En fait, c'est juste ça. C'est-à-dire que dans le monde circulaire, donc les énergies renouvelables, oui, donc ça, évidemment, c'est l'économie circulaire, mais c'est une énergie qui est réellement circulaire. Donc c'est pour ça que je parle de recarbonation. Il ne faut pas décarboner l'économie, il faut la recarboner pour qu'elle soit vraiment circulaire. Il faut que la technosphère ait le même statut que l'atmosphère, que l'hydrosphère, que la lithosphère. Il faut que ça cycle complètement. Il ne faut pas que la technosphère, ce soit la seule sphère qui accumule des déchets. Du coup, ça veut dire que c'est une économie qui est basée sur du carbone photosynthétique. Deuxième chose, efficacité. Si l'efficacité se résume à une efficacité individuelle, ça, vous savez, c'est la collaboration. La collaboration, c'est quoi? C'est chacun avance sur son projet et on espère que la somme des succès va faire un succès global. Ça, c'est le gagnant-gagnant. Alors, dans le gagnant-gagnant, il y a toujours quelqu'un qui perd. Et ce quelqu'un qui perd, en général, ce sont les écosystèmes. Donc il ne faut pas faire de collaboration, il faut faire de la coopération. La coopération, c'est l'objectif commun qui dépasse les objectifs individuels. Et donc il ne faut pas faire de l'efficacité individuelle, il faut faire de l'efficacité collective. Et donc ça veut dire que parfois, il faut se tirer une balle dans le pied. Il ne faut pas aller vers ces objectifs, parce que l'objectif commun le décide. Et la troisième chose, c'est cette histoire de robustesse versus sobriété. Si vous mettez l'injonction de sobriété d'abord, alors dans cette pièce, tout le monde va être d'accord, c'est génial, la sobriété, mais sortez de cette pièce-là, demandez à des gens, par exemple des personnes pauvres, de réduire, non, c'est pas possible, c'est même pas digne. Donc du coup, la sobriété, il y a quand même des problèmes, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord sur l'objectif, mais la sobriété, l'injonction de sobriété n'est pas opérationnelle. Ça ne marche pas, si on veut se dire les choses
Franchement, ça ne marche pas. Comment on fait émerger de la sobriété? Eh bien, pour moi, en tout cas, c'est par la robustesse. Si on commence par la robustesse, si on commence à technodiversifier, à faire des tas de choses différentes, on va devenir sobre, presque sans s'en rendre compte. Et en fait, quand on fait de la robustesse, on répond à la question « je veux durer ». Et on ne répond pas à la question « je veux réduire ». Je veux durer, je peux vous dire que ça va rassembler beaucoup plus de monde. Hein. Et en plus, ça va vraiment produire de la sobriété. Ce sera de la sobriété fonctionnelle dans ce cas-là. Alors, je vais m'arrêter là. J'ai juste une petite page de pub si vous voulez creuser cette affaire. J'ai écrit un bouquin, voilà, La Trans du bois du vivant, pour tous les détails, et un résumé pour les décideurs, Antidote au culte de la performance, qui est sorti il y a 15 jours, qui permet de résumer ça en 3 points. Et la santé commune, si vous voulez, une petite méthode. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Merci. Merci pour votre exposé captivant. On a le temps de prendre une question. Je vous laisse choisir parmi celles qui sont affichées. Oui, j'aime bien la sémantique, donc je vais prendre la question sur robustesse versus résilience, hein, parce que résilience, c'est un mot qu'on entend beaucoup, on l'a déjà entendu. Alors voilà, je vais un petit mot de sémantique. Donc la résilience, il y a 3 définitions à résilience. La première définition, c'est la science des matériaux. Un matériau résilient, c'est un matériau élastique qui se déforme et qui revient à l'état initial. La résilience psychologique, c'est on tombe et on se relève, hein, c'est Cyrulnik et compagnie. Donc très bien en psychologie médicale, beaucoup plus problématique dans le monde socio-économique, parce que ça c'est responsabilisant, ça fatalise le désastre et ça délégitime les résistances. Donc la résilience en mode socio-économique, on va dire, c'est très compatible avec le néolibéralisme. Et la 3e définition de la résilience, c'est la résilience socio-écologique, qui est la capacité à se maintenir, à s'adapter et à se transformer dans un monde fluctuant. Donc là, c'est assez proche de la robustesse. Mais il y a toujours un problème quand même, c'est que la résilience, à la source, c'est une trajectoire. C'est qu'en fait, on est comme ça, on tombe et on se relève. Le focus sur la trajectoire fait qu'on va avoir tendance à optimiser. Et donc en fait, la robustesse, c'est autre chose. La robustesse, c'est se placer dans les conditions où on ne tombe pas. Et donc le focus n'est pas sur la trajectoire, il est sur les bornes. On augmente les bornes, on augmente les marges de manœuvre pour faire quelques trajectoires qu'on veut, quoi. Donc il y a quand même une différence. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le mot de robustesse, qui n'est pas la même chose que la résilience. Merci beaucoup.